Le cannibalisme existe depuis des millénaires, mais il existe encore une île où cette pratique perdure de nos jours. Notre monde est rempli de tribus diverses, chacune ayant des traditions et des coutumes uniques. Certaines sont si isolées que nous savons à peine qu'elles existent. Ces tribus conservent souvent des modes de vie inchangés depuis des siècles, offrant ainsi un aperçu de l'histoire humaine et de sa résilience. De la mystérieuse tribu Moken aux effrayants Night Marchers, nous allons explorer leurs origines, leurs caractéristiques uniques et les histoires qui entourent leur existence. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'univers des 15 tribus les plus effrayantes que vous ne voudriez jamais rencontrer. Numéro 15. La tribu Moken. Depuis des siècles, les Moken vivent librement le long des côtes de la Thaïlande et du Myanmar. La tribu Moken, un groupe austronésien, habite le fascinant archipel de Mergui, une région composée de 800 îles revendiquées à la fois par la Thaïlande et la Birmanie. Leurs origines remontent probablement au sud de la Chine, il y a environ 6000 ans, ce qui les a amenés à s'installer sur différentes îles d'Asie du Sud. Aujourd'hui, environ 23 000 Moken mènent une vie semi-nomade de chasseurs-cueilleurs, dépendant largement de la mer. Cette communauté soudée parle la langue unique des Moken, avec environ 1500 hommes et femmes perpétuant leur identité culturelle. Cependant, leur population diminue en raison des lois modernes sur l'immigration et la propriété, qui remettent en question leur mode de vie nomade. Malgré ces défis, les Moken se sont quelque peu adaptés à la vie contemporaine. Leurs enfants fréquentent des écoles classiques, mêlant ainsi tradition et éducation moderne. Sur les îles Surin, de nombreux Moken conservent un mode de vie plus traditionnel, vivant de la terre et de la mer, en utilisant des outils ancestraux comme les lances et les filets. Récemment, ils ont commencé à échanger leurs récoltes sur les marchés locaux, en échange de produits de première nécessité. Bien que leurs pratiques ancestrales soient menacées, les Moken font preuve d'une grande résilience en trouvant un équilibre entre tradition et modernité, forgeant ainsi une existence unique dans le monde d'aujourd'hui. De plus, les Moken possèdent une connaissance approfondie de l'environnement marin, ce qui leur a valu le surnom de nomades de la mer. Leur remarquable capacité de plongée, qui inclut une vision claire sous l'eau et une capacité à retenir leur souffle pendant de longues périodes, ont fait l'objet d'études scientifiques. Ces compétences ne sont pas seulement un moyen de survie, mais elles sont également une part essentielle de l'héritage culturel et de l'identité des Moken. Malgré l'intrusion de la modernité, leur relation intime avec la mer continue de façonner leur mode de vie, faisant d'eux une communauté unique et résiliente. Numéro 14. Les Night Marchers. Depuis des siècles, les histoires de fantômes fascinent le public, et le riche patrimoine culturel d'Hawaï est empreint de récits terrifiants. Les sites sacrés, les structures anciennes, les vallées imposantes, les cimetières, les temples vénérés, les forêts, les régions côtières et les champs de lave d'Hawaï sont réputés pour leur beauté envoûtante et leur importance historique. L'une des légendes fantomatiques les plus célèbres est celle des Night Marchers, ou Hawaii Po, qui jouent un rôle significatif dans le folklore hawaïen. Les Night Marchers seraient un groupe de guerriers spirituels, marchant au rythme des tambours ancestraux. Certaines légendes les décrivent armés d'armes traditionnelles, portant des casques et des capes, se rendant ou revenant du combat. De puissants Ali, chefs spirituels, dirigeraient souvent ces processions spectrales, accueillant parfois de nouveaux guerriers. Ces esprits pourraient revendiquer des terres disputées, rejouer d'anciennes batailles ou chercher à se venger. D'autres pensent qu'ils recherchent un portail vers l'au-delà. Les Night Marchers apparaîtraient à des endroits spécifiques, portant des torches et chantant des mélodies anciennes, principalement la nuit et sous certaines phases lunaires. Bien qu'ils marchent surtout la nuit, de rares témoignages mentionnent des apparitions en plein jour. Certains habitants affirment même avoir trouvé des empreintes mystérieuses laissées par ces êtres éthérés, malgré la croyance selon laquelle ils flottent au-dessus du sol. Si jamais vous croisez les Night Marchers, la légende conseille de s'allonger, de feindre la mort et d'éviter tout contact visuel. Interférer avec leur procession pourrait avoir de terribles conséquences, mettant potentiellement en danger votre vie ou celle de vos proches. La légende des Night Marchers demeure un élément fondamental de la culture hawaïenne, reflétant le profond respect des îles pour leur histoire et les esprits de leurs ancêtres. Ce récit rappelle la richesse spirituelle et le folklore vivant
qui imprègnent encore aujourd'hui la société hawaïenne moderne. Numéro 13. La tribu Azimut. Les Azimuts ont toujours vécu ici, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Guinée, la deuxième plus grande île du monde. Dans les forêts de mangroves de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vit la tribu Azimut, une communauté d'environ 65 000 personnes réparties dans des villages d'environ 2 000 habitants chacun. Connus pour leurs coutumes effrayantes, les Azimuts sont tristement célèbres en tant que chasseurs de têtes et cannibales, consommant la chair et le cerveau humain. Les crânes de leurs victimes sont utilisés dans des rituels servant d'objets cérémoniels, d'oreillers, de souvenirs et même de cuillères. La tribu croit être originaire d'une forêt sacrée et possède une impressionnante collection d'artefacts, notamment des statues et sculptures en bois finement travaillées qui témoignent de leur talent artistique. Ces reliques sont aujourd'hui exposées dans des musées du monde entier, préservant ainsi leur patrimoine culturel. Malgré leurs pratiques macabres, la tribu Azimut montre un attachement surprenant à ces traditions. Leur cannibalisme n'était pas aléatoire, mais sélectif. Ils croyaient qu'en consommant une personne, ils absorbaient sa force et son essence, un acte rituel marqué par une liste de noms importants. Fait intéressant, les cannibales de la tribu ne portaient pas de noms individuels. À la place, ils adoptaient les noms de leurs victimes, créant un cycle où le consommé devenait le consommateur. Les enfants restaient sans nom jusqu'à leur première chasse, soulignant ainsi l'importance des noms. Pour participer au cannibalisme, il fallait connaître le nom de la victime. Ce n'est qu'après avoir consommé sa chair que l'on pouvait revendiquer son nom. Ces chasses, souvent des raids agressifs sur des villages rivaux ou des visiteurs imprudents, étaient des événements marqués par une tension extrême. Le chercheur Carl Hoffman a documenté un épisode glaçant dans son livre Savage Harvest. Ces dernières années, la tribu Azimut a subi la pression de la civilisation moderne, entraînant d'importants changements dans leur mode de vie. Les efforts du gouvernement et de diverses organisations pour les intégrer à la société dominante ont rencontré à la fois résistance et adaptation. Bien que certains jeunes membres de la tribu adoptent des pratiques modernes et s'éduquent, beaucoup restent attachés à leurs anciennes coutumes. Cette tension culturelle met en lumière les défis auxquels les tribus indigènes sont confrontées pour préserver leur héritage tout en naviguant dans les pressions de la modernisation. Numéro 12. La tribu Souri. La tribu Souri, vivant à la frontière entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie, est profondément ancrée dans les pratiques agricoles. Ils habitent dans les paysages du sud-ouest de l'Éthiopie, en particulier dans la zone de l'Omo, dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud. La population Suri, d'environ 34 000 personnes, est également connue sous le nom de Surma. Ce groupe ethnique est divisé en deux principales factions, les Magas et les Chai, tandis qu'un troisième sous-groupe, les Bai, ou Balési, ou Kachipo, s'étend jusqu'au Soudan du Sud. Les Souris pratiquent des activités comme le commerce, les mariages interethniques et la migration vers des pâturages plus verts pendant les saisons sèches. Le groupe Baal parle un dialecte légèrement différent des autres factions Souris. En 1897, les troupes impériales éthiopiennes sont arrivées dans la région Souri, l'intégrant officiellement à l'Éthiopie. Cela a entraîné des raids de bétail, menés à la fois par les montagnards et par les troupes impériales stationnées dans les nouveaux villages. Historiquement, la société Souri était structurée politiquement avec des anciens et des chefs appelés Komoro. Aujourd'hui, ils sont intégrés au cadre administratif plus large de l'Éthiopie, perdant ainsi une partie de leur autonomie au profit du contrôle étatique. Les Souris vénèrent une divinité suprême du ciel appelée Tumu, avec le Komoru agissant comme médiateur pour les prières concernant la pluie et la fertilité. Cependant, leurs pratiques religieuses vont au-delà du culte de Tumu. Ils révèrent également les ancêtres de leur clan pour leurs prétendues capacités spéciales et leur influence sur la vie quotidienne. Au cours des 15 dernières années, environ 200 à 300 Souris se sont convertis au christianisme évangélique, en particulier dans la ville de Kibish, et parmi ceux qui poursuivent des études supérieures en dehors de leur région natale. Cela marque un changement significatif dans l'évolution culturelle de la tribu Souri. Les Souris sont également connus pour leur art corporel distinctif et leur ornementation. La scarification,
Les plateaux labiaux et la peinture corporelle sont des éléments intégrants de leur identité culturelle. Ces pratiques ne sont pas seulement esthétiques, mais portent également des significations sociales et symboliques profondes. Par exemple, la taille du plateau labial d'une femme est souvent associée à la richesse de sa famille et à sa beauté. Les marques de scarification sont des symboles de bravoure et de beauté pour les hommes et les femmes. Le combat au bâton traditionnel des Suri, connu sous le nom de Donga, est une autre pratique culturelle essentielle. Il sert de rite de passage pour les jeunes hommes, de moyen de régler les conflits et de démontrer leur force physique et leur bravoure. Malgré le risque de blessure, le Donga est un événement hautement respecté et attendu au sein de la communauté Suri. Les pratiques culturelles uniques des Souris et leurs efforts continus pour équilibrer tradition et modernité en font une communauté fascinante et résiliente. Alors qu'ils naviguent à travers les pressions de la société contemporaine, les Souris continuent de préserver leur riche héritage culturel, offrant ainsi un aperçu précieux de la diversité de la civilisation humaine. Numéro 11. La tribu Caronio. Au cœur de la forêt amazonienne, le peuple Caronio, également connu sous le nom de Namolé, mène une vie énigmatique et résiliente. Véritable chasseur-cueilleur, il parcourt la nature sauvage et isolée du parc national de Manu, dans la région de Madre de Dios, au Pérou. Parlant un dialecte unique de la langue Puro, leur population est passée d'environ 20 à 100 individus dans les années 1970 à environ 250 aujourd'hui. La version de la tribu Quaronio pour les étrangers trouve son origine dans une histoire tragique. Dans les années 1890, un Péruvien notoire nommé Carlos Fitzcarral a orchestré un massacre qui a décimé une grande partie de la tribu près du haut cours du fleuve Manu. Les survivants se sont réfugiés dans les parties les plus profondes de la forêt, préservant ainsi leur isolement. Ces dernières années, ils ont été aperçus plus fréquemment, notamment autour des camps situés sur les rives du fleuve Las Piedras. Ces camps servent de lieu de pêche pendant la saison sèche, tandis qu'en saison humide, la tribu se déplace plus profondément dans la jungle. Fait intéressant, en 2013, certains membres de la tribu ont approché des villageois locaux pour demander de la nourriture, révélant ainsi une relation tendue avec les communautés voisines. Conscient de leur vulnérabilité face aux maladies modernes, le gouvernement péruvien a interdit tout contact avec le peuple Quaronio afin de protéger leur mode de vie. Numéro 10. La tribu Mercy. La tribu Mercy est un groupe de femmes connues pour leur sens de la mode extraordinaire, rivalisant avec les styles les plus audacieux de Lady Gaga. Imaginez des lèvres ornées de manière si complexe qu'elles peuvent supporter une assiette. Et pas n'importe quelle assiette, mais une décorée de grains de maïs, d'os, de feuilles et de baies. Parmi 45 autres tribus, aucune ne peut égaler l'extravagance et la beauté des femmes Mercy. Leurs portraits fascinants ornent souvent les couvertures de prestigieux magazines de voyage, captivant à la fois les photographes et les touristes. Cependant, avant de penser à leur rendre visite, prenez garde. Les hommes de la tribu portent un virus unique, contracté lors de combats avec des hyènes. Leur vie est rude, marquée par des déplacements constants à la recherche d'eau et par des conflits territoriaux avec d'autres tribus. Malgré ces épreuves, la tribu Mercy a transformé son apparence distincte en un véritable atout de survie. Ils accueillent les visiteurs comme une source de revenus. Imaginez des hommes en tenue cérémonielle affichant fièrement leurs ornements labiaux sur le bord de la route, prêts à les échanger contre de l'argent. Chaque photo prise fait l'objet d'une négociation, transformant une rencontre culturelle en une forme de spectacle local. Assistez à cette tradition unique où les ornements labiaux ne sont portés que pour la caméra, offrant ainsi une rare occasion de voir ces femmes figurer sur la couverture d'un magazine de voyage. L'histoire de la tribu Mercy est celle de la survie et de l'ingéniosité, exploitant leur unicité culturelle dans un monde qui admire de plus en plus leur résilience. Numéro 9. La tribu des chasseurs à l'aigle kazakh. Dans un segment impressionnant de la série Human Planet de la BBC en 2011, la tribu nomade des chasseurs à l'aigle kazakh a ébloui les téléspectateurs avec un spectacle fascinant sur le magnifique décor des montagnes de l'Altaï en Mongolie. La scène était inoubliable. Des pères et des fils expérimentés, vêtus de peaux d'animaux pour se protéger du froid glacial,
parcouraient l'immensité du paysage en démontrant leurs compétences ancestrales. Le bras tendu, ils portaient majestueusement des aigles royaux aveuglés. Lorsque les bandeaux étaient retirés, les aigles s'élançaient dans le ciel, exécutant une danse aérienne en parfaite harmonie avec leurs partenaires humains. Les rapaces fondaient avec une précision extrême pour chasser aux côtés des chasseurs, ajoutant du suspense lorsque, soudain, un renard surgissait à travers le terrain accidenté. Ce spectacle transportait les spectateurs dans un monde intemporel où la tradition et la nature s'entrelacent harmonieusement. La pratique de la chasse avec des aigles par le peuple kazakh remonte à des siècles, trouvant ses racines à l'époque de Gengis Khan et étant mentionnée par Marco Polo dès le XIIe siècle. Des peintures rupestres de l'âge du bronze témoignent également de cette relation durable entre l'homme et l'oiseau de proie. Aujourd'hui, les chasseurs à l'aigle kazakhs, qui ont émerveillé les téléspectateurs de Human Planet, accueillent volontiers les visiteurs désireux d'en apprendre davantage sur leurs traditions ancestrales. Vivre cette expérience de près permet de comprendre le lien profond entre ces chasseurs modernes et leurs majestueux compagnons ailés. Numéro 8. La tribu Ankutsu. Les Ankutsu, une minuscule tribu amazonienne composée aujourd'hui de seulement 3 membres, vivent dans une petite parcelle de forêt. Bien qu'ils bénéficient d'une reconnaissance officielle et d'une protection légale de la part du gouvernement brésilien, leur territoire est envahi par d'immenses ranchs de bétail, remplaçant les forêts tropicales autrefois florissantes de Rondônia. Historiquement, les ancêtres des Ankutsu partageaient ces forêts avec de nombreuses autres tribus, vivant en harmonie avec la nature. Ils habitaient dans des maisons communautaires modestes, construites en paille, et étaient d'habiles chasseurs, en particulier de sangliers et de buffles. Ils cultivaient également de petits jardins où ils faisaient pousser du maïs et du manioc. Autrefois, leur alimentation comprenait des fruits sauvages et, occasionnellement, du poisson pêché dans les ruisseaux locaux. Aujourd'hui, ils sont confinés dans un minuscule territoire encerclé par des ranchs, mettant leur existence en péril. Pourtant, les Ankutsu s'efforcent de préserver leurs traditions. Ils fabriquent habilement des flûtes en bois pour leurs danses et leurs rituels, et réutilisent de manière créative des conteneurs de pesticides jetés pour en faire des colliers en plastique colorés. Lors des festivités, ils peignent leur corps avec des teintures vives à base d'urucum et de nado, remplaçant ainsi leurs colliers traditionnels en coquillage. Alors que la modernisation les menace, la résilience et l'expression culturelle des Ankutsu témoignent de leur esprit indomptable. Ils sont un peuple déterminé à préserver son identité malgré le risque imminent de disparition. L'instant Fancy Topic. Au cœur d'une jungle inexplorée, des explorateurs ont récemment découvert une tribu perdue fascinante, les Alani. Isolée de la civilisation moderne, cette tribu pratique un rituel envoûtant et intense pour honorer ses ancêtres. Ce rituel implique une peinture corporelle complexe, des ornements rouges éclatants et des cicatrices symboliques racontant l'histoire de chaque membre du clan. Les femmes portent leurs enfants sur leur dos lors de la cérémonie, symbolisant la force et la continuité de leur héritage. Les Alani croient que ce rituel les relie aux esprits de leurs ancêtres, garantissant protection et guidance pour l'avenir. La découverte de cette pratique fascinante intrigue les anthropologues du monde entier, mettant en lumière la richesse et la diversité culturelle qui existent encore dans les recoins cachés de notre planète. Que pensez-vous de la manière unique dont les Alani honorent leurs ancêtres? Seriez-vous intéressé d'en apprendre davantage sur d'autres tribus perdues et leurs coutumes? Partagez votre avis dans les commentaires avec le hashtag #DarFancyTopic numéro 7, la tribu Machu Picchu. Au cœur de la jungle péruvienne, près de la frontière brésilienne, vit l'insaisissable tribu Machu Picchu, également connue sous le nom de clan Machu Piro ou peuple Cujarino. Depuis 600 ans, ils vivent en autarcie, en harmonie avec leur environnement intact. Cependant, récemment, leur isolement a été brisé en raison de leurs besoins urgents de nourriture, d'outils et d'équipements de chasse, les poussant à piller les villages voisins. Cette lutte désespérée a entraîné des conséquences tragiques. Lors d'un incident récent, Leonardo Pérez, un jeune homme de 20 ans, a été tué par une flèche et son équipement a été récupéré par la tribu. Ce schéma tragique ne date pas d'hier. En 2011, Charcoal Floor, un guide local ayant passé 20 ans,
à fournir à la tribu des outils essentiels comme des machettes et des marmites, a lui aussi été tué. Flores tentait de les convaincre d'abandonner leur mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs, jouant un rôle crucial entre leur monde et la modernité. Malheureusement, ces efforts ont pris fin lorsqu'une flèche lui a transpercé le cœur. La barrière qui séparait autrefois les Machapiro du monde extérieur est en train de disparaître. Ils interagissent de plus en plus avec d'autres groupes indigènes, offrant ainsi un aperçu rare de leur vie jusqu'ici cachée. Rien que cette année, plus d'une centaine d'observations de la tribu ont été enregistrées, comme l'a souligné Patricia Balbuena, vice-ministre péruvienne de la Culture. Certains membres de la tribu ont même commencé à vivre avec les Indiens Yanish, qui parlent une langue similaire. Numéro 16. La tribu Asaro. La tribu Asaro, affectueusement surnommée le peuple de boue, adopte une approche unique pour repousser les ennemis sans recourir à la violence. Contrairement à d'autres tribus connues pour leur agressivité, les Asaro utilisent la peur et le déguisement ingénieux. Recouverts de boue naturelle des marais et portant des masques démoniaques et effrayants, ils créent une apparence spectrale. Se déplaçant lentement et délibérément, armés d'arcs, de lances ou de massues, ils offrent un spectacle intimidant qui terrifierait quiconque les croiserait. Cette tactique ingénieuse trouve son origine dans leur histoire, marquée par des attaques fréquentes de voisins hostiles. En se transformant en spectres recouverts de boue, ils trompèrent leurs ennemis en leur faisant croire qu'ils étaient des esprits des morts, les forçant ainsi à fuir de terreur. Cette méthode non violente s'est révélée si efficace que la tribu l'a perpétuée à travers les générations. Chaque masque de boue est une œuvre d'art unique, souvent ornée de défenses ou de crocs pour accentuer l'effet terrifiant. Malgré leur apparence effrayante, les hommes de boue d'Azaro sont connus pour leur amabilité et leur talent artistique. Les masques sont fabriqués à partir d'un mélange d'argile, d'eau et de pigments naturels trouvés dans la région. Ils sont minutieusement façonnés et séchés, prenant des formes grotesques et exagérées avec de grands yeux, des bouches béantes et des traits saillants. Souvent décorés avec des matériaux locaux tels que des dents d'animaux, des coquillages et des plumes, ils ajoutent à leur apparence intimidante. La création de ces masques n'est pas seulement un exercice pratique, mais aussi un acte culturel et spirituel. Chaque masque raconte une histoire et est imprégné de l'esprit des ancêtres Asaro, censé protéger celui qui le porte ainsi que la tribu. Les performances des hommes de boue d'Asaro ne se limitent pas à leur stratégie défensive. Ils ont transformé leur apparence spectrale en une forme d'expression culturelle, en exécutant des danses et des rituels élaborés mettant en valeur leur héritage unique. Ces deux spectacles sont souvent accompagnés de musique traditionnelle, jouée sur des flûtes en bambou, des tambours et d'autres instruments indigènes, créant une atmosphère à la fois envoûtante et inquiétante. Les danses impliquent des mouvements lents et délibérés qui imitent dans la démarche fantomatique des spectres, renforçant ainsi leur apparence surnaturelle. L'approche unique de la tribu a attiré l'attention des anthropologues, des cinéastes et des touristes du monde entier. Les hommes de boue d'Asaro ont été mis en avant dans de nombreux documentaires et émissions de voyage, contribuant à faire connaître leur culture à un public international. Le groupe Pink Floyd les a même immortalisés dans une chanson, et leur image est apparue dans divers films et séries télévisées, consolidant ainsi leur place dans la culture populaire. Malgré cette notoriété, la tribu Asaro reste profondément enracinée dans ses traditions, utilisant ses pratiques culturelles pour préserver son identité dans un monde en perpétuelle évolution. Installée au centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la tribu Asaro fait partie des nombreuses communautés autochtones remarquables qui préservent fièrement leur patrimoine culturel tout en résistant aux attraits de la modernité. Les Asaro continuent de vivre en harmonie avec leur environnement naturel, s'appuyant sur des méthodes traditionnelles d'agriculture, de chasse et de pêche pour subvenir à leurs besoins. Leur structure communautaire soudée garantit que le savoir et les pratiques culturelles se transmettent de génération en génération, préservant ainsi leur héritage. Ces dernières années, la tribu a également adopté l'écotourisme comme moyen de partager sa culture avec le monde, tout en générant des revenus pour soutenir sa communauté. Les visiteurs du village Asaro peuvent assister aux performances des hommes debout, découvrir leurs coutumes et participer à des activités traditionnelles,
offrant ainsi une expérience culturelle unique et immersive. Cette approche contribue non seulement à préserver le mode de vie de la tribu, mais aussi à favoriser une plus grande appréciation des cultures autochtones auprès du grand public. L'histoire des hommes debout d'Assaro est un témoignage du pouvoir de la créativité et de la résilience culturelle. Leur capacité à s'adapter et à prospérer tout en conservant leur identité unique offre des leçons précieuses sur la préservation du patrimoine culturel face aux pressions extérieures. Alors qu'ils continuent à naviguer dans les défis du monde moderne, la tribu Asaharo demeure un symbole de l'esprit indomptable des peuples autochtones à travers le monde. Numéro 5. La tribu des Salas. Au cœur du vaste bassin amazonien occidental se trouve la fascinante tribu des Salas, qui a été contactée pour la première fois en 1996 par l'explorateur brésilien Sidney Pazuello, avec le journaliste Paul Raphael apportant un éclairage supplémentaire sur leur mode de vie unique. Cette tribu fait partie des rares communautés vivant presque entièrement isolées de la société moderne, bien qu'elles entrent parfois en conflit avec des groupes voisins. La tribu principale des Desila compte environ 150 membres et maintient un mode de vie distinct malgré des divisions occasionnelles. Un plus petit groupe d'environ 2 douzaines de membres s'est séparé en raison de désaccords internes. Si certains ont cherché à entrer en contact avec des établissements voisins, la plupart ont préféré l'isolement. Armés d'outils traditionnels comme des massues et des fléchettes empoisonnées, la tribu pratique principalement la chasse. Fait intéressant, ils utilisent parfois des armes modernes. Leur quotidien comprend environ 5 heures de travail et ils vivent dans des huttes communautaires appelées malakas. Ils possèdent certaines pratiques religieuses formelles, bien que des rapports fassent état de violences occasionnelles. Hommes et femmes de la tribu des Salas se parent de teintures rouges issues de la plante roucou, renforçant ainsi leur identité culturelle. Rejetant les commodités modernes, ils survivent grâce à un régime composé de maïs, de poissons, d'oiseaux, de cochons sauvages et de fruits, soutenus par leurs connaissances agricoles rudimentaires. Cependant, le paludisme constitue une menace majeure et reste la principale cause de mortalité dans leur communauté. À travers les explorations de Pazuello et les analyses de Raphaël, la tribu des Salas apparaît comme une communauté captivante, équilibrant la préservation de son mode de vie unique avec les défis posés par le contact extérieur. Numéro 4. Le clan des squelettes. Dans les montagnes escarpées de Papouasie-Nouvelle-Guinée réside l'énigmatique clan des squelettes. Cette tribu, remarquable par son patrimoine génétique particulier, intrigue profondément les scientifiques. Leur ADN contient une caractéristique mystérieuse qui suggère soit une branche inconnue de l'humanité, soit une lignée d'origine extraterrestre. Cependant, ce ne sont pas seulement leurs gènes qui les distinguent. Ils modifient également leur apparence corporelle pour ressembler à des squelettes, avec des os semblant émerger sous leur peau. Leur caractéristique la plus troublante reste leurs yeux lumineux, qui surpassent tout maquillage ou lentille de contact connu. Vivant à Kundiawa, à environ 2000 mètres d'altitude, le clan des squelettes évolue dans un univers bien éloigné de la vie ordinaire. Leur singularité physique s'étend à leurs interactions avec d'autres tribus, marquées par une histoire d'agressivité et de confrontation violente. Cette réputation en a fait des parias, même parmi les communautés indigènes les plus diverses. Malgré leur nature recluse, des scientifiques ont réussi à obtenir des échantillons d'ADN, révélant un gène non identifié dans leur composition génétique. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur l'évolution humaine. Ces tribus représentent-elles une espèce divergente ou possèdent-elles une origine cosmique? Lorsque l'on réfléchit au mystère du clan des squelettes, l'esprit s'égare vers la possibilité d'autres facettes cachées de l'humanité, nichées dans les forêts inexplorées. Cela évoque des images d'êtres mythiques comme King Kong, errant dans des contrées sauvages, encore au-delà de notre compréhension. L'énigme du clan des squelettes nous invite à plonger plus profondément dans les mystères qui subsistent aux marges de notre savoir. Numéro 3. La tribu Kawai. Au cœur des forêts denses d'Indonésie, la tribu Kawai est la dernière communauté cannibale connue, vivant comme ses ancêtres il y a 10 000 ans. Ce groupe isolé d'environ 3000 personnes mène une existence totalement déconnectée de la technologie moderne. L'absence d'avancées médicales réduit leur espérance de vie moyenne à seulement 50 ans.
Les Kawaii habitent dans des huttes rudimentaires faites de branches et parcourent la jungle avec des arcs et des flèches, chassant comme leurs aïeux. La tribu croit en un démon nommé Kakuwa, qui, selon eux, prend l'apparence de proche pour apporter la mort. En conséquence, ils pratiquent des rituels de sacrifice sur ceux qu'ils estiment être sous l'influence de Kakuwa, et leur chair est consommée par le clan. Le monde extérieur ignorait l'existence des Kawaii jusqu'aux années 1970, lorsque des chercheurs les ont découverts par hasard. À la vue des étrangers pour la première fois, les indigènes furent d'abord choqués et effrayés, les prenant pour des fantômes. Il est étonnant qu'une société aussi primitive subsiste encore à l'ère d'Internet, témoignant de la résilience des traditions ancestrales. Le guide français qui mena les chercheurs vers cette tribu réussit à échapper à leur festin, nous permettant ainsi d'en apprendre davantage sur cette communauté cannibale figée dans le temps. Numéro 2. Le peuple Batak. Le peuple Batak, l'une des quelques 140 communautés autochtones des Philippines, vit dans le nord-est de Palawan, une grande île du sud-ouest. Historiquement, ils ont habité les vallées fluviales le long de la côte de Puerto Princesa City. Leur population s'élève à environ 450 individus, reconnaissables par leur grande taille, leur peau foncée et leurs cheveux bouclés à la texture afro. L'origine des Batak reste un mystère. Certains supposent un lien avec la tribu Ita ou avec des groupes d'Indonésie et des îles Andaman. Ils mènent une vie basée sur la chasse, la cueillette et l'agriculture sur brûlis. Le commerce joue un rôle clé dans leur mode de vie. Ils échangent des produits de forestiers et des ressources naturelles avec les communautés côtières de la région de Zulu contre des biens manufacturés. Contrairement à d'autres tribus isolées, les Bataks sont ouverts aux interactions avec les étrangers. Leurs hommes participent souvent aux activités agricoles des communautés voisines, comme la récolte et le désherbage. De plus, le tourisme leur permet de générer des revenus. Autrefois nomades, ils se sont progressivement sédentarisés dans de petits villages où ils produisent et vendent divers biens. Cette transition reflète leur adaptation à un mode de vie plus structuré, tout en conservant leur identité culturelle unique. Numéro 1. L'île de North Sentinel. L'île de North Sentinel abrite la mystérieuse tribu des Sentinelles, qui a fait la une des journaux lorsqu'un citoyen américain a été tué en tentant d'entrer dans leur territoire interdit. Cet événement a ravivé les débats sur cette tribu secrète, sur laquelle on sait très peu de choses. Toutes les tentatives de contact avec les Sentinelles ont été accueillies par une résistance féroce. En 1974, un réalisateur de National Geographic a été attaqué alors qu'il tentait de filmer un documentaire sur eux. Après le tsunami de 2004, les Sentinelles ont même tiré des flèches sur un avion indien qui survolait l'île, rejetant catégoriquement toute intrusion. À cette époque, l'île comptait environ 8000 habitants. Au 19e siècle, les Britanniques ont essayé de coloniser ce territoire, mais ils ont été violemment repoussés par la tribu. Aujourd'hui, la population exacte des Sentinelles est inconnue, mais elle est estimée entre 50 et 150 individus. Leur isolement est à la fois leur protection et leur vulnérabilité. Ayant eu très peu de contact avec le monde extérieur, ils n'ont pratiquement aucune immunité contre les maladies pouvant être introduites par les étrangers. Ce risque a soulevé de vives inquiétudes quant à leur survie, car un simple virus pourrait décimer leur peuple. La survie des Sentinelles dépend donc du maintien de leur distance avec le monde moderne et des menaces qu'ils représentent. Quelle tribu vous fascine le plus? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine.